19 mars 1964. Pour la première fois, l'Académie ouvre ses portes à la technique. Monsieur Jean Rostand va recevoir solennellement sous la coupole Monsieur Louis Armand, élu récemment au fauteuil du professeur Henri Mondor. Polytechnicien et major de l'école des mines, le nouvel académicien va faire l'éloge du grand chirurgien et de l'homme de lettres auquel il succède. Monsieur Jean Rostand parlera de l'œuvre de Monsieur Louis Armand, d'abord à la tête de la SNCF, puis de l'Euratom, et se fera l'écho de ses multiples et fécondes initiatives, dont le projet de tunnel sous la Manche est la dernière en date et non la moindre. La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Louis Armand pour la lecture de son remerciement. Messieurs, depuis qu'à l'Académie, à la suite d'Olivier Patru, s'est institué pour les nouveaux membres l'usage de prononcer un discours de remerciement, 550 confrères, si l'on peut se fier aux additions d'un polytechnicien, ont rivalisé de modestie pour confronter leurs mérites à l'honneur qui leur était fait. Je me garderai de ne pas respecter cette tradition, bien que je sois loin d'avoir les mêmes talents pour cet exercice, et que de surcroît, je sois saisi d'une sorte d'appréhension tenant à ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, et sous l'effet de la solennité, je me sens entouré par des ombres imposantes de mes prédécesseurs dans ce 38e fauteuil. Messieurs, le technicien ne saurait prétendre que son rôle n'égale à celui du chirurgien, dont le métier est constamment placé entre la vie et la mort. Et je m'incline devant mon prédécesseur, qui portait avec tant de conscience une si haute responsabilité. Nous assumons cependant de notre côté une mission qui n'est pas sans influer sur l'existence de l'homme, car c'est de la technique et de ses machines que dépend en majeure partie la promotion sociale. Illustres représentants de cette technique qui de plus en plus, qu'on le veuille ou non, gouverne le monde, vous êtes parmi nos contemporains l'un des plus importants et des plus effectifs. En de multiples domaines, vous avez agi et créé, pour employer les deux grands verbes en qui, selon Édouard Herriot, tenait tout le programme de notre rénovation nationale. Prononcer votre nom, c'est évoquer de vastes entreprises, des initiatives hardies, de séduisants projets. Euratom, pétrole du Sahara, tunnel sous la Manche. Votre imagination heureuse, votre esprit de décision, votre goût des responsabilités font de vous l'un des grands consultants de l'État. En toutes circonstances difficiles, qui posent des problèmes d'équipement ou d'administration, on fait appel à votre compétence et à votre discernement. On vous interroge et parfois même on vous écoute. Vous êtes une des plus sûres... Vous êtes une des plus sûres ressources du pays. Vos espérances et vos rêves font partie de son potentiel évolutif. Le dimanche 2 août 1964, une foule très dense, recueillie dans le souvenir, se presse à la gare de l'Est. C'est en effet le 50e anniversaire de ce dimanche 2 août 1914 qui voyait le départ des premiers trains de mobilisés quittant Paris à destination des frontières de l'Est. 2 ministres et tous les hauts dirigeants de la SNCF avaient tenu à participer à cette cérémonie qui avait pour but d'évoquer le souvenir des morts et d'honorer les survivants par un hommage digne mais solennel à ceux qui ont combattu pour que la France continue à vivre dans l'indépendance. Cette commémoration ne pouvait manquer de rappeler aux vétérans l'élan patriotique extraordinaire qui entraîna tout le peuple de France
à s'unir pour la défense de ses libertés. Et pour l'amour, lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon avait ensemble, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sur la tonnelle on vole son jupon, et chacun lui raconte une histoire. À l'issue de cette commémoration officielle, fut inaugurée une exposition historique réalisée grâce au concours des musées de l'air, de la marine et de la guerre. Cette présentation était divisée en deux parties. La première avait pour toile de fond le célèbre tableau d'Albert Herter représentant le départ des mobilisés en août 1914. Un grand nombre de souvenirs de la guerre y avaient été rassemblés. Documents, photographies, gravures, voisinaient avec des vestiges légendaires et glorieux. Le chemin de fer de l'époque était lui aussi présent à cette exposition. 21 000 trains de troupes ont circulé sur le réseau de l'Est pendant les 16 premiers jours de la guerre. 21 000, dont la plupart étaient identiques à celui qui fut présenté sur la voie 30. Wagons de différents modèles, cuisine roulante, pièces de 75 avec son caisson, voitures ayant servi de PC au général Joffre, tout ce matériel ferroviaire a permis aux visiteurs de se rendre compte de l'effort immense accompli par le chemin de fer durant le premier conflit mondial. Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 20e anniversaire de la libération de Paris, une cérémonie destinée à commémorer la résistance des cheminots et notamment l'action qu'ils ont déclenchée en août 1944 a eu lieu le mardi 25 août 1964 au siège de la direction de la SNCF. Cette cérémonie était présidée par M. Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, entouré de M. Ségala, président du conseil d'administration, et Darjoux, directeur général de la SNCF. Monsieur René Brunet, président de Résistance Fer. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, mes chers camarades. 25 août 1964, 20e anniversaire de ce 25 août 1944, qui voyait entrer dans Paris la glorieuse division du général Leclerc, détachée par l'armée américaine pour répondre à l'appel des Parisiens soulevés contre l'ennemi. Certes, les cheminots ont payé cher leur combat pour la liberté. La liste de nos fusillés et de nos morts en déportation est bien lourde, et je nous regarde d'oublier les nombreux camarades qui, épuisés par les tortures et les privations endurées en déportation, sont morts après leur libération. Nous qui sommes réunis aujourd'hui dans un même esprit de communion, nous les assurons que nous n'oublierons jamais leur sacrifice. Monsieur André Ségala, président du conseil d'administration de la SNCF.
Monsieur le ministre, mes chers amis, les images dont nous sommes entourés expliquent le sens profond de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Elles nous ont parlé les premières. Elles ont évoqué à notre esprit comme à notre cœur un patrimoine de souvenirs qui n'ont pas vieilli. 8 938 morts, 15 977 blessés, tel est le lourd tribut payé par les cheminots pour les hauts faits accomplis durant la dernière guerre, en honorant d'une même foi les vertus d'hier. Nous avons eu la récompense de retrouver en nous les sentiments de délivrance, d'allégresse ressentis à l'époque lorsque l'avenir s'est à nouveau levé sur les horizons de notre métier. Monsieur Marc Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports. Dans les glorieuses cohortes de la résistance française, les cheminots ont une place éminente sur la liste des héros comme sur celle des martyrs. Mais ce qui est plus rare, c'est que la corporation tout entière, confondant esprit de résistance et esprit cheminot, s'engagea unanime, cohérente, disciplinée dans l'aventure de la libération, avec le courage tranquille et modeste qui marque la vie quotidienne du cheminot. Cela, c'est le grand honneur de la SNCF. Dans le cadre du 4e plan de modernisation et d'équipement de la SNCF, il fut décidé, après étude, d'électrifier la section Le Mans-Rennes en courant monophasé 25 000 volts à fréquence industrielle 50 Hz, la première étape étant Le Mans-Laval. Depuis 1937, les trains de la ligne Paris-Rennes étaient remorqués par des locomotives à courant continu 1500 volts entre Paris et Le Mans et par des locomotives à vapeur sur le reste du parcours. Bientôt, il ne sera plus nécessaire de procéder à ces échanges en gare du Mans, l'électrification du tronçon Le Mans-Laval étant sur le point de s'achever. Implantation des supports caténaires, modification d'ouvrages d'art, aménagement de tracés de voies permettant de relever la vitesse plafond de 120 à 140 km/h, déroulage de la ligne de contact, tous ces travaux sont menés parallèlement à l'installation des sous-stations. La section Le Mans-Laval est alimentée en courant alternatif 25 000 volts 50 Hz par deux sous-stations situées au Mans et à Évron et distantes entre elles de 55 km. Connectées au réseau EDF par deux lignes à 90 kV, elles comportent chacune deux transformateurs monophasés d'une puissance unitaire de 10 000 kVA. Elles sont commandées à distance par un central sous-station situé au Mans, dont dépendront en outre deux sous-stations prévues pour l'alimentation du secteur Laval-Rennes. L'ensemble des installations de signalisation et de télécommunication a dû être modernisé. Adaptation des installations de passage à niveau. Établissement du bloc automatique lumineux
entre Le Mans et Conly et du bloc unifié entre Conly et Laval. Encablement de tous les circuits, remplacement du poste 1 de Laval par un poste unifié à 60 leviers. Le 26 septembre 1964, après la visite du central sous-station du Mans, le train inaugural repart en direction de Laval. Peu après la sortie du Mans, au kilomètre 213 485, une section neutre permet la transition entre les deux courants et c'est de la voiture d'observation aux glaces teintées que nous assistons au changement de pantographe. À l'issue de la tournée de reconnaissance, les personnalités officielles procèdent à la signature du procès-verbal qui autorise l'exploitation commerciale de la ligne en traction électrique. Désormais, la remorque des trains est assurée de Paris à Laval sans changement de machine par des locomotives bicourants de type BB 25200 et BB 25500, aptes à fonctionner indifféremment dans les deux systèmes de courant, 1500 volts continus et 25 000 volts alternatifs. Le passage de l'un à l'autre s'accompagne d'un changement de pantographe, la section neutre étant franchie tout pantographe abaissé sur la lancée du train. Amélioration des relations intéressant la Bretagne, réduction notable de la durée de parcours des trains de voyageurs, augmentation du tonnage des trains de marchandises, tels seront les principaux avantages de l'électrification de la ligne Le Mans-Laval-Rennes. Depuis 1957, les premières relations Trans-Europe Express étaient assurées par des rames automotrices diesel, car la diversité des courants existants sur les différents réseaux européens était un obstacle à l'utilisation de la traction électrique. Les chemins de fer fédéraux suisses furent les premiers à faire circuler en 1961 des rames automotrices électriques quadricourants sur les relations Paris-Milan et Zurich-Milan. En 1964, c'est sur la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam qu'ont été mises en service les premières rames TEE remorquées par des locomotives polycourants. Longues de 22 mètres et développant 5000 chevaux, les CC 40100 peuvent être alimentés indifféremment par les 4 systèmes de courant utilisés en Europe, ceci par l'intermédiaire de 4 pantographes spécialisés. Elles sont à adhérence totale et constituées par une caisse unique reposant sur 2 bogies à 3 essieux moteurs chacun, chaque bogie ne comportant qu'un seul moteur de traction. Les CC 40100 sont affectés en particulier à la remorque des nouvelles rames TEE dont toutes les voitures présentent des caractéristiques communes. Caisse en acier inoxydable, porte d'accès coulissante à ouverture assistée, climatisation, chauffage électrique, éclairage général fluorescent, isolation thermique et acoustique, vastes soutes à bagages. Les aménagements intérieurs sont très diversifiés pour répondre aux goûts variés des voyageurs. Dans les voitures à couloir latéral, où les portes de compartiment et les cloisons sont en glace de sécurité, la disposition des sièges est du type classique, mais le confort est plus poussé.
éclairage individuel incandescent, siège à dossier inclinable. Les voitures-fourgons sont essentiellement destinées au service et comportent notamment le local abritant le groupe diesel qui fournit le courant électrique nécessaire au conditionnement d'air, à l'éclairage, au chauffage et aux cuisines. Au moment du départ, les portières des voitures sont fermées automatiquement et restent bloquées pendant la marche tant que la vitesse reste supérieure à 5 km à l'heure. Remarquables par leurs caractéristiques techniques, ces locomotives ne le sont pas moins au point de vue de l'esthétique. Leurs matériaux, leurs couleurs, leurs lignes ont été choisis en harmonie avec l'aspect extérieur des voitures et contribuent à donner à l'ensemble son caractère et son unité. Les voyageurs qui empruntent ce nouveau train ont à leur disposition toute une gamme de perfectionnements qui concourent à un plus grand confort. Vastes baies vitrées comportant 2 glaces de sécurité, entre lesquelles peut monter ou descendre un store vénitien à commande électrique. Porte d'intercirculation à ouverture assistée et à fermeture automatique. Voiture-bar avec comptoir, office et table pour le service des consommations. Installation de sonorisation de l'ensemble de la rame. Voiture-cuisine, dont l'équipement fonctionnel ferait le bonheur de la ménagère la plus exigeante. Possibilité pour les voyageurs des voitures à couloir central de déjeuner sans quitter leur place. Pendant ce temps, à bord de la 40100, le conducteur surveille la vitesse qui peut atteindre, grâce à un double rapport d'engrenage manœuvrable à l'arrêt, soit 160, soit 240 km à l'heure. Confort, vitesse, ce nouveau matériel classe les rapides TEE de la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam parmi les meilleurs trains du monde, puisqu'il relie Paris à Bruxelles en 2h30 à 124 km/h de moyenne.